Je suis passé du niveau 0 à un niveau tout à fait correct en scan 3D, tout ça en l'espace de quelques semaines. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'y suis parvenu, je vous donne quelques astuces et je vous donnerai aussi mon avis sur les scanners que j'ai eu l'occasion de tester. Avez-vous réellement besoin d'un scanner 3D chez vous? On va tenter de répondre à cette question via des exemples et des cas concrets. Tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Bon alors avant de plonger dans le vif du sujet, je voulais simplement dire que cette vidéo est possible grâce à Geekbuying et uniquement grâce à eux parce que j'avais contacté plusieurs fabricants de scanners 3D et finalement personne ne m'avait répondu. Jusqu'au jour où Geekbuying m'a contacté et m'a dit voilà, on a les scanners de chez Creality à tester, si jamais ça vous intéresse d'en faire une vidéo, à ce moment-là on peut travailler ensemble. Donc évidemment j'ai plongé sur l'opportunité. Alors ces scanners je les ai depuis plusieurs mois. Simplement parce que je voulais être vraiment sûr de pouvoir les maîtriser avant d'en parler de manière extensive comme je fais ici. Il faut savoir que le logiciel de Creality a aussi pas mal évolué en plusieurs mois et au début c'était franchement pas terrible. Maintenant on a vraiment un logiciel qui devient mature et je me sentais vraiment à l'aise d'en parler. Donc voilà, clairement un énorme merci à Geekbuying sans qui cette vidéo n'aurait simplement pas été faite et pas été possible. Donc n'hésitez pas à regarder en description, vous avez les liens d'achat vers les scanners et ces liens d'achat sont accompagnés surtout d'un bon de réduction qui permettront de toucher ces scanners moins chers que les prix officiels. Allez maintenant trêve de blabla, place à la vidéo. Bon, comme c'est pas tous les jours qu'on voit des scanners sur la chaîne, je me permets de faire une petite présentation de ce que vous avez. Donc pour commencer avec le Otter, vous recevez tout ça dans cette petite sacoche qui est assez sympa et pratique. Vous avez ensuite des petits accessoires pour la sacoche, notamment une bandoulière ici, une dragonne pour le scanner, une petite lingette qui permet de nettoyer le scanner, donc surtout les lentilles du scanner. Vous avez évidemment le scanner, donc le Creality Otter qui est fourni avec, donc ça se présente comme ceci, c'est assez léger. Et alors surtout ça se branche ici à l'arrière avec un port USB-C. Le câble est fourni, c'est un câble un peu spécial puisque vous avez une vis qui permet de sécuriser le câble pour éviter que ça se débranche. Voilà, c'est relativement long à visser, mais une fois que c'est fait, vous n'avez plus aucun risque d'arrachement du câble parce que lorsque vous allez manipuler le scanner, vous allez devoir bouger et ce câble pourrait avoir tendance à se débrancher. Donc ça, c'est indispensable de pouvoir le visser. Avec tout ça, vous avez ici un petit modèle qui est fourni, c'est un modèle en plâtre, c'est une petite chouette. C'est surtout un modèle de test, si jamais vous n'avez jamais scanné, vous savez que ce modèle se scanne avec ce scanner sans aucun problème. Donc on va voir un petit peu tout ça avec les tests qu'on va faire. Et enfin dans les accessoires, vous avez tout ceci. Ça ici c'est un petit tapis mat qui permet de poser des objets dessus et d'éviter la réflexion de la lumière, donc pour pouvoir améliorer la qualité des scans. Ça ici c'est un plateau de calibration pour votre scanner. La calibration elle est à faire de temps en temps, surtout lorsque les conditions d'utilisation du scan changent. Donc ça ne sert qu'à ça, à calibrer. N'utilisez pas ça pour scanner quelque chose. Puis évidemment, vous avez les instructions, la carte de garantie et une planche de stickers. Alors le Otter c'est plutôt un scanner milieu de gamme, c'est un scanner qui fonctionne uniquement avec des infrarouges et rien d'autre. Donc ça permet de scanner jusqu'à une précision de 0,02 mm pour les petits objets. Le volume minimum de scan c'est de 10 par 10 par 10 mm, même si honnêtement si vous descendez aussi bas c'est franchement compliqué d'avoir des beaux détails avec ce genre de scanner. Par contre le volume maximum c'est 1350 x 840 mm en mode gros objet. Donc si vous mettez en mode précision, vous n'aurez pas autant de volume disponible. C'est un excellent scanner pour débuter, mais il a quand même quelques limitations, notamment sur les objets brillants, les objets noirs et les objets métalliques. Bon, après cette petite présentation du Otter, voici le Raptor. Alors le Raptor, il arrive dans une boîte d'un tout autre acabit, puisque c'est une boîte ultra résistante, ici en dur. Dedans, évidemment, la première chose qu'on voit, c'est le Raptor. Donc le Raptor, c'est un scanner plutôt haut de gamme chez Creality, même si depuis, ils ont sorti des scanners plus haut de gamme que ça. Mais franchement, ça fait vraiment le taf. Donc ce scanner, il propose deux modes. Le premier, c'est le mode laser, qui permet de scanner grâce à des lasers. Là, on a une précision annoncée toujours de 0,02 mm, un volume de scan minimum de 5 par 5 par 5 mm, et un volume max de 270 par 170 mm, et ça en mode gros objet.
Donc vous l'avez compris, avec ce scanner, le mode laser, c'est vraiment pour la précision et pour les petits objets. Sinon, le deuxième mode, c'est le mode infrarouge, donc tout comme sur le Otter, c'est exactement le même fonctionnement. Ici, on a une précision annoncée de 0,01 mm. Le volume minimum de scan est de 5 par 5 par 5 mm aussi pour le mode infrarouge. Et on a un volume maximum de 930 par 580 mm, toujours en mode gros objet. Donc ça veut dire que si votre objectif est de scanner des gros objets avec une précision assez faible, le Otter sera quand même mieux pour vous que le Raptor. Par contre, si vous scannez des plus petits objets avec une grande précision, clairement le Raptor est fait pour vous. Alors tout comme le Otter, le Raptor s'alimente avec un USB, c'est un USB spécial et vous avez deux petites vis qui permettent de sécuriser le port. Donc ce câble il se présente comme ceci, vous voyez, avec les deux vis sur le côté, et de l'autre côté vous avez encore une fois un USB-A avec un adaptateur USB-C et aussi un port jack ici. Puisqu'en fait ce Raptor il consomme plus d'électricité que le Otter, donc vous avez besoin absolument d'une alimentation supplémentaire. Cette alimentation elle est fournie via un transfo avec une prise jack qui se branche donc sur le câble. Ça c'est vraiment obligatoire pour utiliser le Raptor puisque l'alimentation de l'USB seule n'est pas suffisante pour donc alimenter le Raptor. D'ailleurs à l'intérieur vous avez un ventilateur qui permet de le refroidir activement. Sinon dans le reste du package vous avez à peu près les mêmes choses. Vous avez un tapis mat qui permet donc de scanner des objets en évitant la réflexion de la lumière. Vous avez une plaque de calibration, les instructions, carte de garantie, etc. La petite lingette qui permet de nettoyer encore une fois les lentilles de l'objectif. Et puis sur les deux scanners, vous avez ceci, donc ce sont des marqueurs autocollants. Ces marqueurs, ils sont un petit peu spéciaux, puisque c'est pas juste du blanc et du noir, c'est des marqueurs qui sont réfléchissants. Ça permet, si vous les collez sur des objets, de pouvoir permettre au scanner de repérer vos objets dans l'espace. Et ça permet aussi d'utiliser des plateformes qui servent simplement de reconnaissance dans l'espace, donc pour que le scanner évite de perdre le tracking. C'est super important, je vais revenir là-dessus un peu plus tard, mais il faut absolument comprendre ça lorsqu'on utilise un scanner 3D. Le logiciel qui va nous accompagner pour cette vidéo, c'est le logiciel de Creality, ça s'appelle Creality Scan. Bon, il faut savoir que pour les scanners, vous êtes toujours lié au logiciel du fabricant, donc il n'y a pas vraiment moyen d'utiliser les données qui sont envoyées par le scanner dans un autre logiciel que celui du fabricant. Donc ici c'est la toute dernière version qui est disponible pour Mac, c'est la 3.3, mais il y a une version 4 qui est sortie récemment. Malheureusement elle est uniquement compatible sur Windows pour l'instant, normalement ce serait pour le mois prochain sur Mac. Bon voilà, en attendant on va faire avec ce qu'il y a. Alors comme premier cas d'utilisation, je vous propose de tester ceci, donc la fameuse chouette qui est fournie avec le Otter. Donc on va commencer avec le Otter et on va voir ce que ça donne. J'ai lancé donc Creality Scan, on va démarrer un nouveau projet qu'on va appeler Chouette Otter. Lorsque vous démarrez un nouveau projet, vous devez choisir parmi toute une série d'options. Pour chacune des options, vous avez à chaque fois les explications qui sont données si vous passez votre souris sur le point d'interrogation. Donc nous ici, c'est un objet normal en petite taille. On scanne la géométrie. Pour la précision, on va prendre la haute qualité et on va exclure d'office la base. Ensuite, on peut démarrer. Donc voici l'interface du scan et ici, tous les éléments présents sont utiles. Vous avez l'aperçu de caméra infrarouge, vous avez l'aperçu de caméra RGB et ensuite, vous avez une échelle sur le côté avec soit trop éloigné en bleu, soit trop proche en rouge. Vous devez idéalement vous situer toujours dans le vert. Une fois que vous êtes bien positionné, vous pouvez démarrer le scan en appuyant sur le bouton Play, soit sur le scan, soit directement sur l'interface. Voilà, à partir du moment où vous avez appuyé sur le bouton Play, vous commencez le scan. Donc pour ça, vous devez tourner autour de l'objet, pas aller trop vite évidemment, et toujours rester dans le bon range, donc toujours dans le vert, en gardant le focus sur votre objet. Alors vous verrez, c'est quand même un exercice, c'est pas évident. Et en plus, vous avez le câble du scanner qui ne vous aide pas non plus. Voilà, donc je crois qu'on est bon ici, je peux faire stop. Voilà, maintenant on a un aperçu brut du scan, donc avec évidemment toutes les zones qui ont été scannées qui n'appartiennent pas à ce qu'on a scanné. Du coup, ce qu'on va devoir commencer à faire, c'est nettoyer le scan pour enlever tout ce qui n'appartient pas au scan. Pour ça, c'est assez simple, vous avez des outils de sélection ici. Voilà, j'ai sélectionné mon objet, j'inverse la sélection
et là je supprime ce qui est en rouge. Et on va faire pareil pour le reste. Voilà, donc maintenant mon objet est nettoyé et on est prêt à passer à la suite. Alors si vous regardez un petit peu ce qu'on a scanné, vous verrez qu'il y a à certains endroits des trous et puis surtout l'intérieur est creux. Donc maintenant l'étape suivante, ça va être d'utiliser différents outils qui vont nous permettre de rendre ce scan exploitable. Les outils sont disponibles sur le côté. Alors vous avez le One Click Process qui permet de tout faire en un coup. En général, ça donne des résultats qui sont pas trop mal. Sinon, vous pouvez le faire étape par étape, donc en commençant par l'optimisation, le mesh, le color mapping, et puis ensuite vous pouvez l'exporter. Donc ici, on va utiliser le One Click Process. Et là, en fonction de la puissance de votre ordinateur, ça peut prendre un certain temps. Voilà, le processus est terminé et voilà ce que ça donne, donc le scan complet. Vous voyez, toutes les zones qui n'étaient pas scannées ont été comblées par le logiciel. Dans ce menu, vous pouvez changer la vue, donc par exemple afficher uniquement le mesh. Donc le mesh, c'est ce qui sera exploitable par exemple pour une imprimante 3D. Et sinon, vous avez l'option Color Mapping avec l'aperçu tel que vous l'avez à la fin du process. Donc maintenant qu'on a ça, on a différentes options. Donc soit l'exporter en différents formats de fichiers disponibles. Donc on a OBJ, STL ou PLY. Évidemment, le STL, c'est ce qu'on connaît le mieux. Et sinon, vous avez l'option partage qui permet de l'envoyer directement sur un logiciel de chez Creality, donc soit Creality Print, soit à Loadbox. On va refaire le même test, mais cette fois-ci avec le Raptor, mais toujours en mode infrarouge. Donc pour ça, au moment de la création du projet, on choisit le mode infrarouge. Bon, par contre ici j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour avoir un résultat potable. Malgré tout, il manque des parties et on voit quand même que le résultat n'est pas aussi net que ce que j'avais avec le Otter, parce qu'il manque vraiment beaucoup de parties. C'est simplement dû à la manipulation du Raptor qui doit être fait à une plus grande distance que le Otter pour les scans infrarouges. Et on voit que ici pour ce genre de pièces c'était pas génial. Alors j'étais peut-être pas non plus posé sur le meilleur endroit pour le faire, donc peut-être qu'avec un pied qui m'aurait permis de mettre la pièce en hauteur j'aurais eu de meilleurs résultats, mais bon voilà, c'était l'occasion de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne en mode infrarouge avec exactement les mêmes paramètres que sur le Otter. Donc clairement vous êtes obligé de vous situer plus loin qu'avec le Otter par rapport à votre pièce. Donc là on va faire un rendu, même si clairement le résultat ne sera pas fameux. Voilà donc le résultat final, et forcément comme il manque des parties, le logiciel n'a pas pu les inventer. Et donc clairement on n'a pas une face plate comme on avait avec le Otter. Bon, c'est pas grave puisque maintenant on va tester le Raptor en mode laser, puisque c'est quand même la fonctionnalité principale de ce scanner. Par contre pour ce mode de scan on va avoir un changement. Ça ici, ça va plus me servir à rien, donc je mets sur le côté et je vais utiliser ceci. C'est un plateau que j'ai imprimé moi-même, sur lequel je suis venu disposer différents petits marqueurs, comme ceux qui sont fournis avec les scanners. J'ai mis des grands et j'ai mis des petits. Comme ça permet d'augmenter le côté aléatoire du placement des marqueurs. Alors, à savoir que vraiment, je les ai placés de manière totalement aléatoire. Il faut absolument pas suivre un schéma qui se répète. D'ailleurs, dans Creality Scan, on nous rappelle bien qu'il faut attacher des marqueurs réflexifs sur la surface. Vous avez le choix de la résolution maximum. Donc ici, je vais prendre 0,15 mm. Pour le reste, ce sont les mêmes options que ce que j'avais déjà choisi précédemment. Alors pour ce scan, vous devez avoir un nombre de marqueurs suffisant. Donc il en faut minimum 4 qui soient visibles par le scanner. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de vous placer au-dessus de la surface à scanner, comme ça le scanner peut repérer absolument tous les marqueurs qui sont disposés sur la plaque. Vous vous mettez à la bonne distance pour être dans le vert et puis vous démarrez le scan. Voilà, vous commencez par scanner tous les points qui sont sur le côté. Ça permettra donc au scanner de se positionner correctement dans l'espace pour la suite. Une fois que vous avez fait ça, vous descendez directement vers la pièce et puis là vous commencez vraiment à scanner la pièce. Vous pouvez faire des petits mouvements de va-et-vient, ça va permettre de scanner plus correctement les surfaces. Alors ici, comme ce sont les marqueurs qui servent de repère, vous pouvez bouger votre plateau pour pouvoir scanner plus facilement. Tant que vous ne bougez pas la pièce par rapport au marqueur, tout va bien. Bon, alors ici on peut voir qu'on a quelques difficultés lorsqu'on penche le scanner, et ça c'est tout à fait normal, puisque lorsqu'on se situe comme ça, il a du mal à repérer les points qui sont disposés sur le plateau. Donc pour nous aider, on va utiliser un autre type de marqueur qu'on va disposer de manière totalement aléatoire sur le plateau. Je vais vous montrer. Ces marqueurs, ce sont ceux-ci, c'est encore une fois des pièces imprimées sur lesquelles je suis venu mettre différents marqueurs. Je vais les mettre de manière aléatoire, pas trop proche de la pièce non plus.
Ça va permettre d'avoir des repères en 3D cette fois, comme ça le scanner va arrêter de perdre son tracking à chaque fois. Allez, on recommence. Voilà, cette fois-ci, je pense qu'on a obtenu un bon résultat. Donc maintenant, on va pouvoir arrêter le scan et passer à la suite. Du coup, c'est toujours la même chose, on va nettoyer ça. Et voilà le scan terminé avec le color mapping. Si on se met sur le mesh, on a ceci. Donc je vais l'exporter et ce que je vous propose de faire après, c'est comparer les deux résultats. Donc avec le hauteur et avec le Raptor en mode laser. Bon ben voici les deux modèles que j'ai exportés. Donc à gauche on a le modèle exporté depuis le scan hauteur et puis à droite on a le modèle exporté avec le Raptor. Bon ben il n'y a pas besoin de zoomer beaucoup pour voir la différence de précision entre les deux scanners. On voit clairement que évidemment c'est le but du Raptor, il est plus précis dans les détails. Et par contre, le hauteur est un peu plus brouillon dans les détails. Malgré tout, si je découpe le plateau et qu'on prépare pour une impression FDM, vous allez voir que les résultats sont largement similaires. Voilà, donc en effet, on voit une légère différence dans les détails, notamment au niveau des yeux, mais clairement, si vous imprimez ça directement en FDM, vous ne verrez pas une grosse différence entre les deux impressions. Bon, rassurez-vous, j'ai préparé la suite avec d'autres scans. Je vais pas vous détailler tout ça parce que sinon ça va durer des heures, mais je vais plutôt vous résumer ça. On commence avec une figurine Warhammer qui fait 45 mm de haut. Je l'ai scanné avec le hauteur et ensuite j'ai fait le même scan avec le Raptor en mode laser. Par contre, vous allez voir, il y a moyen d'optimiser les paramètres pour obtenir des meilleurs résultats. Et là, la différence entre le Raptor et le hauteur pour les petits objets, elle se fait sentir. Par exemple, ici, j'ai repris ce que j'ai scanné avec le hauteur. Je suis reparti du scan brut. J'ai modifié les paramètres, j'ai poussé la résolution au minimum et j'ai augmenté la sensibilité au maximum. Une fois tout processé, j'obtiens le mesh suivant. Niveau détail, c'est pas foufou. On voit que tout est fort lissé et on n'a pas une profondeur non plus dans les détails qui est très marquée. Voilà, retenez bien cette image, je vous en garde quand même une capture d'écran que je mets dans un coin de l'écran et je vous montre ce que j'ai obtenu sur le Raptor avec les détails au max. Voilà, donc je suis encore une fois parti du modèle brut, j'ai poussé la résolution au minimum, donc on est sur 0,02 mm, la sensibilité au max et j'ai coché cette option ultra détail. Voilà donc le mesh une fois terminé. Et là, on voit qu'au niveau des détails, on a quand même quelque chose d'un peu plus respectueux du modèle de base. On voit notamment ici les détails de la cotte de maille qu'on ne voit pas du tout sur le hauteur. Voilà, donc vous le voyez, pour les objets vraiment avec des détails fins, le laser est imbattable. Donc pour ce genre de scan, il faut absolument par exemple le Raptor ou un scanner équivalent. J'ai voulu scanner un PCB parce que ça peut être pratique pour faire un boîtier rapidement en vérifiant l'intégration du PCB sans devoir prendre toutes les mesures. J'ai commencé avec le hauteur et malheureusement les infrarouges ne nous seront d'aucune utilité ici. Le hauteur est tout simplement incapable de scanner un PCB brut. Je suis donc passé directement au Raptor en mode laser et là le résultat apparaît rapidement à l'écran. Je vous l'avais dit, mais les lasers sont plus adaptés aux surfaces réfléchissantes et en voici la preuve. Alors voici un autre objet très simple que je vais scanner. Alors là pour le coup j'aurais pu me passer de le scanner, mais c'est pour vous montrer qu'avec des grandes surfaces planes, il faut mettre ceci, donc les marqueurs, sur les surfaces pour permettre au scanner de repérer sur quelle face il est et se repérer encore une fois dans l'espace. Sans ça, évidemment, le scan ne va pas fonctionner correctement, ou en tout cas le scanner va perdre la boule. La particularité de cette pièce, c'est que pour l'avoir en entier, je suis obligé de la scanner sous deux angles différents. Bon, de toute façon, tous les logiciels des fabricants de scanners 3D ont une fonction qui permet de fusionner plusieurs scans pour obtenir un seul objet. Ici donc on obtient un objet bien défini qui peut être utilisé directement. Bon alors là vous allez me dire, c'est bien, t'as scanné ton boîtier, mais qu'est-ce que t'en fais maintenant? On va voir ça ensemble. Évidemment, le but là-dedans, c'est de pouvoir exploiter ce scan pour pouvoir faire du dessin autour. Alors il faut savoir que lorsqu'on scanne quelque chose comme ceci, on obtient un fichier qui n'est pas modifiable, c'est un fichier STL, là en l'occurrence que j'ai généré, mais de toute façon les autres fichiers, les OBJ, PLY, ne sont pas des fichiers modifiables, ce sont vraiment des fichiers bruts. Donc ici par exemple dans Fusion 360, je peux aller insérer un maillage, je prends mon STL et là mon STL va être inclus directement dans le dessin.
Après, il va falloir l'orienter pour pouvoir le mettre correctement. Voilà, donc une fois l'objet positionné, après vous pouvez dessiner ce que vous voulez et utiliser tout votre dessin comme référence. Donc par exemple, si on veut utiliser les creux qui sont formés ici, ou bien les trous qui sont ici, à ce moment-là, vous savez qu'ils sont placés là et vous pouvez les utiliser tels quels. Mais en soi, le maillage ici, sur la version de base de Fusion 360, vous ne pouvez pas le modifier. Il y a toujours moyen de le modifier avec des logiciels comme Mesh Mixer par exemple, mais voilà, ce ne sera pas exploitable comme des objets CAD, des objets paramétriques. Pour ça, vous devez passer par d'autres programmes qui sont en général assez onéreux. Bon, par contre, pour scanner des objets très sombres et ou réfléchissants, comme par exemple ceci, vous n'avez pas 36 solutions. Soit il vous faut le Raptor en mode scanner avec des petits points, au moins sur le plateau et idéalement sur l'objet aussi, ou bien l'autre solution, si vous êtes uniquement en mode infrarouge, c'est d'utiliser ce type de spray. Alors ce spray, c'est un spray spécial pour les scanners. Ça va permettre de rendre les surfaces mates et surtout ça va les rendre clairs puisque ça va être blanc sur les surfaces. Ce spray en théorie au bout de 48 heures il s'enlève complètement. Maintenant dans la pratique vous verrez que c'est pas toujours le cas. Il y a une partie qui s'enlève mais il y a une partie qui reste quand même. Alors l'idéal pour l'enlever c'est de simplement passer l'objet sous l'eau et frotter par exemple avec une petite brosse à dents ou quoi. Ça permet d'enlever absolument tout ce qui reste de produit. À utiliser c'est assez simple, vous pulvérisez l'objet, alors il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et vous laissez sécher. Alors au bout de quelques minutes, ça donne ça, donc vous voyez que les surfaces sont blanchies et ça va nous permettre de le scanner en infrarouge. Bon visiblement le logiciel a fait n'importe quoi et il n'arrive pas à repérer correctement l'objet dans l'espace et donc ça me fait un truc complètement impensable ainsi. Bon, ok, donc on oublie ça, wow, il nous faudra vraiment des marqueurs sur l'objet, là en l'occurrence, à moins que le bug soit réglé dans le logiciel plus tard. Alors il y a un autre cas où le spray sera indispensable, c'est dans le cas où vous avez des parties transparentes comme ici avec les vitres de cette voiture. Le fait de mettre du spray, ça va permettre d'opacifier ces parties-là. Et alors moi ici, je vais me contenter de vous montrer ce que ça donne lorsque vous ne mettez pas de spray. Ici j'ai utilisé le Raptor en mode laser étant donné la taille de l'objet. Je n'ai pas cherché à avoir l'entièreté de la voiture, je voulais simplement capturer les vitres et vous montrer le résultat. Voici donc le résultat avec un scan rapide. Alors vous voyez ici, normalement c'est l'emplacement de la vitre. Et on voit au travers, donc on voit l'intérieur de cette auto. Ici c'est pareil, normalement on a la vitre ici et on voit le volant qui est à l'intérieur qui transparaît au travers de la vitre. Donc clairement pour les objets transparents on va avoir un problème. Il faut absolument mettre du spray parce que sinon vous verrez au travers de ces objets et ça va refléter la lumière ou bien en tout cas vous n'aurez pas de résultat probant. Alors ici pour info, même si c'est un scan très rapide que j'ai fait, j'ai mis les détails au max et vous voyez ici on voit même les démarcations de la peinture qui est écaillée sur la voiture. Et donc ça c'est assez impressionnant. Malgré tout, les surfaces ne sont pas lisses puisque au plus on a de détails, au plus on a de risques comme ça d'avoir des surfaces qui sont moins lisses. Donc parfois il faut tester plusieurs paramètres pour trouver un bon compromis. Donc là clairement avec un niveau de détail pareil, c'est un petit peu trop quand même. Bon allez mes chers amis, c'est pas tout ça, mais maintenant on va scanner quelque chose d'un peu plus conséquent. Voilà. Bon, ce sera pour les besoins d'une prochaine vidéo, mais du coup je vais profiter de cette vidéo pour pouvoir scanner ceci. Donc c'est ma nouvelle tondeuse robot. Pour ce projet, je n'ai pas besoin d'avoir une reproduction précise de la tondeuse, uniquement la partie du dessus et une représentation approximative des dimensions de l'ensemble. J'ai collé des marqueurs sur les surfaces blanches, j'ai scanné ces surfaces au laser car c'est là que je vais avoir besoin de précision. Par contre, j'ai fait les autres côtés à l'infrarouge et sans marqueur. Voilà le résultat que j'obtiens après 3 scans différents sous des angles différents. Donc la partie du dessus, je l'ai scannée comme vous l'avez vu avec le laser. Les deux autres parties sur les côtés, je les ai scannées en mode infrarouge. Alors ici, le problème, c'est qu'on a pas mal de recoins, on a des parties noires qui ne sont pas bien scannées. Bon, j'ai fait ce que je pouvais en ajustant les paramètres de luminosité des infrarouges. Voilà, c'est plus ou moins le résultat que j'attendais, donc je voulais pas une forme complète fermée. Je voulais surtout avoir les dimensions et avoir toute la partie du dessus qui soit vraiment bien scannée, parce que c'est celle-là dont je vais avoir besoin. Si j'avais voulu obtenir un bien meilleur résultat, j'aurais dû jouer avec la bombe et avec les marqueurs et en mettre un petit peu partout. Bon là clairement j'avais pas envie de le faire parce qu'une fois qu'on les met, il faut pouvoir les enlever. J'aurais dû scanner le dessous aussi et assembler tout ça. Bon, ça aurait pris pas mal de temps et surtout ça aurait pris pas mal de puissance processeur aussi. Bon ici clairement j'en avais pas besoin donc je l'ai pas fait.
Je vais me contenter de ça. Bon, vous l'avez probablement vu, mais un scanner 3D, c'est pas la panacée. C'est pas parce que vous avez ça que vous allez pouvoir reproduire à l'identique des objets existants. Alors oui, c'est possible, mais ça nécessite un petit peu de pratique, un petit peu de technique aussi, et c'est pas simplement quelque chose qu'on branche et qui marche directement. Justement, cette vidéo, elle est née de cette réflexion, et elle est née aussi du fait que souvent, dans les vidéos qui parlent de scanner 3D, on vous montre un petit peu comment ça marche, mais on rentre pas trop dans les détails, on rentre pas non plus trop dans les détails des limitations des scanners 3D, et donc pour moi, c'était l'occasion de d'abord vous poser des questions que j'avais faites déjà il y a un petit moment, et de compiler ces questions pour pouvoir y répondre. Alors j'y ai répondu de manière indirecte via la vidéo. Maintenant, si vous voulez, je fais un petit résumé un petit peu de toutes ces questions-là, et comme ça, vous pourrez vous faire une idée de savoir si un scanner 3D c'est vraiment utile pour vous ou pas. Déjà, une question qu'on m'avait posée, c'était savoir est-ce qu'il y a des solutions alternatives. Alors les solutions alternatives, on en a vu une il y a quelques semaines déjà, c'était la solution de l'IA. Alors l'IA, c'est pas encore miraculeux, il y a certaines IA qui vont mieux, notamment Tripo 3D va pas mal, et d'autres qui vont un peu moins bien. Je vais pas spécialement les citer pour le coup, mais voilà, en règle générale, il faut savoir que l'IA, c'est pas non plus miraculeux. L'autre alternative possible aussi, ça s'appelle la photogrammétrie. Donc la photogrammétrie, c'est quoi? C'est le fait de prendre plein de photos sous plein d'angles de votre objet. Grâce à cet ensemble de photos là, ensuite on va passer dans un logiciel, et le logiciel va déterminer un objet en 3D sur base de toutes ces photos là. Alors ça va bien fonctionner pour des grands objets, maintenant pour des objets détaillés ça va être quand même pas génial non plus. Donc la photogrammétrie, oui, ça peut être bien, mais déjà ça nécessite un équipement assez conséquent, et en plus finalement généralement ça coûtera plus cher que d'acheter un scanner 3D. La dernière alternative qui était populaire il y a un petit moment, maintenant ça l'est plus vraiment, c'était le fait de racheter un Kinect de la Xbox 360 et de le faire fonctionner avec des logiciels open source. Ça permettait de créer un scanner 3D pas trop cher, et ça marchait pas trop mal. Maintenant, oubliez tout ce qui est détail, etc. Ça marchait surtout pour des corps, et ça marchait pour des objets un peu plus grands aussi. Bon, maintenant les scanners 3D se sont largement démocratisés, donc encore une fois ça n'a plus trop d'intérêt. En plus les Kinect, on n'en trouve plus beaucoup, et de toute façon la précision n'était pas géniale, donc autant avoir un scanner 3D dédié, ça prendra moins d'espace et ça marchera quand même beaucoup mieux. Vous m'aviez aussi demandé si c'était facile d'utilisation. Alors c'est pas spécialement facile d'utilisation, mais c'est pas compliqué non plus. Ça demande surtout pas mal de pratique, pas mal d'essais-erreurs, jouer sur les paramètres et réessayer jusqu'au moment où vous obtenez quelque chose qui est satisfaisant pour vous. Donc je vais me répéter, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment plug and play. Alors oui, c'est plug and play dans le sens où ça fonctionne, mais ça va pas forcément vous donner des bons résultats directement sans un petit peu de pratique, notamment réussir à jauger la distance par rapport à l'objet, avec toujours cette petite échelle qui vous indique si vous êtes trop loin, trop proche de l'objet, toujours rester dans le vert, et puis essayer différentes techniques, surtout être fluide dans les mouvements, toujours se positionner correctement par rapport à l'objet, et aussi savoir revenir en arrière lorsque vous perdez le tracking pour pouvoir faire en sorte que le scanner revienne à son point de départ, et puis après continuer le scan. Alors quel PC, quelle puissance il vous faut? Alors en général on préconise minimum, grand minimum, un PC avec 16 Go de RAM, une carte graphique relativement récente et un processeur puissant aussi, style Core i5, Ryzen 5, minimum, d'une génération pas trop vieille non plus. Alors ouais, malheureusement, contrairement à l'impression 3D, le scan 3D ça demande de la puissance, ça demande de la RAM, beaucoup de RAM, donc il faut vraiment pas hésiter à en mettre pas mal dans votre PC si vous n'en avez pas assez. Si vous avez un PC trop vieux, c'est pas pour autant que ça ne va pas fonctionner, mais vous ne pourrez pas pousser les détails au maximum, et donc vous risquez de perdre aussi dans l'utilisation de votre scanner. De toute façon, lorsque vous démarrez pour la première fois le logiciel Creality Scan, vous avez la possibilité de faire un benchmark de votre PC qui vous donnera un petit peu le niveau de performance de votre PC, le nombre d'images par seconde que vous aurez sur l'affichage, et vous pourrez voir si c'est correct ou pas pour votre utilisation. Alors moi dans mon cas, tout se fait sur mon MacBook Pro M1, donc niveau Mac ça fonctionne pas mal. Maintenant il y a moins d'accélération matérielle. Sur Windows je pense que l'accélération matérielle est un petit peu plus au point, donc ce serait normalement plus performant à ce niveau là. Par contre sur Windows en général on préconise d'avoir minimum 32 Go de RAM. Alors il y a une autre question que vous m'avez posée, c'est de savoir si c'est facile de retoucher quelque chose que vous avez scanné précédemment. Donc on l'a vu déjà dans le logiciel de scan, il y a pas mal de possibilités. Maintenant si vous voulez aller plus loin, il y a la possibilité d'utiliser un logiciel qui s'appelle Mesh Mixer, ou bien
un Blender, qui sont tous les deux des logiciels qui sont gratuits, mais ce sont surtout des logiciels qui permettent de faire de la modélisation organique, donc pas paramétrique comme on a sur Fusion 360. Si jamais vous voulez transformer des modèles scannés en modèles paramétriques, il y a moyen avec un logiciel qui s'appelle Quick Surface. Malheureusement, c'est un logiciel qui coûte 500 € par an environ pour la version grand public, la version light. Maintenant, si vous voulez la version pro, là on est à plus de 4500 €. Clairement, c'est pas dans le budget de n'importe qui. Maintenant, si vous en avez un usage courant, pourquoi pas faire l'investissement, surtout si ça peut servir dans votre environnement professionnel. Alors finalement, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un scanner 3D chez soi? Ça va dépendre vraiment si vous en ressentez le besoin, si vous voyez des cas d'utilisation par rapport à tout ce que je vous ai expliqué ici dans cette vidéo, des choses qui pourraient vous être utiles. Dans ce cas-là, oui, ça vaut la peine d'investir. Maintenant, si vous n'en voyez pas trop l'intérêt ou si vous espérez reproduire à l'identique plein d'objets autour de chez vous, posez-vous la question quand même de savoir s'il n'y a pas moyen de vous rapprocher d'un Fab Lab par exemple et d'utiliser celui qui est mis à votre disposition dans le Fab Lab. Voilà, ça c'est à vous de peser le pour et le contre. Niveau budget, ce Otter est disponible à partir de 639 €, donc encore une fois chez Geekbuying avec le code de réduction que je vous mets en description. Le Raptor par contre est disponible à 899 € avec aussi le code que je vous mets en description, à savoir que neuf il était vendu 1500 €, donc ça fait une sacrée réduction par rapport au début, et celui-ci était vendu plus de 800 € aussi, si mes souvenirs sont bons, donc pareil, ça fait une belle réduction. Alors évidemment, vous allez me poser la question, lequel je préfère entre les deux, entre le Otter et le Raptor? Moi, il faut savoir qu'au quotidien, j'ai beaucoup plus des besoins de scanner des petites pièces ou des pièces avec des géométries précises, et donc à ce moment-là, c'est plutôt vers le Raptor en mode laser que je vais m'orienter, à savoir que ça permet d'avoir des choses très précises, on l'a vu ensemble dans la vidéo, mais vous avez quand même toujours le mode infrarouge qui permet de dépanner, même si je le trouve plus pratique à utiliser sur le Otter parce que la focale est moins grande, donc il y a moyen d'être plus proche des objets pour obtenir des résultats identiques. Sinon, dans tous les cas, n'hésitez pas à prendre l'option plateau, parce que le plateau, ça permet de mettre vos objets en place dessus et de les tourner vous-même pour les scanner sans devoir trop bouger avec le fil, parce que ça devient vite embêtant. Maintenant, il y a une option aussi qui permet de le mettre sur une poignée. Je ne l'ai jamais utilisé, en soi je n'ai jamais ressenti un besoin immense de l'avoir. Maintenant, si vous devez scanner des grands objets, à ce moment-là, ça peut valoir la peine d'avoir quelque chose sur batterie, sans devoir trimballer un fil derrière tout le temps, parce que ça, c'est quand même le gros point faible des scanners. Sinon, ne négligez pas l'utilité de ceci, n'hésitez pas à en mettre souvent sur vos objets, ça va vous dépanner dans pas mal de situations et ça permettra de rendre le scan beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide aussi. Maintenant, si ça vous intéresse, regardez aussi en description, j'ai mis des liens pour en obtenir moins cher que chez les fabricants directement, puisque ça, on en utilise quand même pas mal et c'est des points précis, donc avec des surfaces réflexives. N'allez pas en prendre sans surface réflexive, c'est beaucoup moins cher, mais ça marchera pas. D'ailleurs, en parlant de rapidité, sachez que le Raptor est un peu plus lent en mode laser que en mode infrarouge, et même que le Otter en mode infrarouge, mais normalement ça a été corrigé, ça a été amélioré avec le Raptor Pro. Là par contre on est sur un autre budget puisqu'il a pris la place en termes de prix de celui-ci, donc il est à environ 1500 €. Mais c'est une possibilité. Ce Raptor Pro, il utilise des lasers qui sont croisés plutôt que des lasers droits comme on a ici, donc ça permet d'augmenter non seulement la rapidité mais aussi la précision des objets, puisque là clairement Creality nous parle de métrologie. Donc la métrologie, c'est vraiment le fait d'utiliser des méthodes qui permettent d'obtenir des mesures les plus précises possibles. Ici, à la base, il parlait aussi de métrologie. Maintenant, dans les faits, c'est vrai que c'est ultra précis. Ça reste plus précis que le Otter. Maintenant, encore une fois, ça dépendra entièrement de vos objectifs. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question ici. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. J'ai essayé de ne pas rentrer trop dans les détails et en même temps de ne pas rester trop en surface non plus du sujet. C'était une vidéo d'un sujet plus général plutôt que d'un test produit comme j'ai plutôt tendance à le faire. J'ai préféré ce format-ci, même si ça m'a demandé beaucoup plus de temps à préparer aussi. Je remercie d'ailleurs Geekbuying qui m'a suivi entièrement sur ce projet. Encore une fois, sans eux, ça n'aurait pas été possible. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettez un commentaire aussi si vous avez d'autres questions par rapport au scanner, et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, puisque vous êtes 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. C'est quand même assez élevé comme chiffre. Merci encore une fois d'être aussi nombreux à suivre mes vidéos. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera un tuto, mais je ne sais pas encore sur quel sujet. Je vais voir un petit peu ce que j'ai en cours. Et moi je vous dis à très bientôt donc pour cette prochaine vidéo. Ciao!